Il est temps donc d'attaquer notre premier chapitre sur ce nouvel outil tout en un et gratuit qui est proposé par Affinity. Pour rappel, c'est un outil qui vous permet de retrouver anciennement Affinity Photo, Designer et Publisher, aujourd'hui au sein d'une seule et même entité, agrémentée également d'une forte partie sur l'intelligence artificielle qui était à la base dans Canva. Au fur et à mesure des chapitres, nous allons donc découvrir toutes les options et tous les éléments qui sont liés à ce nouveau logiciel. Certaines choses seront en commun dans les trois facettes, dans ce qu'on appelle des studios, qu'on reverra tout à l'heure. D'autres seront plutôt adaptées à un élément spécifique, le vectoriel, la mise en page ou la photo. Pour ce premier chapitre, on va s'intéresser tout d'abord au menu et à l'interface de façon générale. Comment on va pouvoir venir mettre en place des éléments, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes options et les différents menus utilisés dans chacune des trois sections. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai disponible dans la section Entraide. J'essaye d'avoir une avancée logique pour vous permettre de prendre en main l'outil. Donc prenez bien le temps de regarder toutes les vidéos pour pouvoir assimiler ce qu'il faut. Et puis, pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour la découverte de la première interface, l'interface dite d'accueil. Lorsque vous allez ouvrir Affinity pour la première fois, vous allez vous retrouver sur l'interface que vous voyez actuellement à l'écran. Cette interface, c'est plus ou moins la page d'accueil. C'est elle qui va vous permettre de commencer à travailler et mettre en place des documents et des projets. Elle comporte un certain nombre d'outils et d'options pour vous permettre de commencer à travailler efficacement. Tout d'abord, vous retrouvez ici les presets, c'est-à-dire les fichiers que vous avez l'habitude d'utiliser. Elle va fournir déjà cette partie quelques informations. Sur votre document, on voit par exemple que c'est un format A3, qu'il est au format portrait et qu'il a ici trois couleurs, rouge, vert et bleu. C'est donc un format RVB qui est dédié au web. Vous retrouverez en dessous un certain nombre d'outils. Ce sont des petits tutoriels que vous pouvez télécharger sur l'exportation, sur les calques et sur plein d'autres choses que nous allons voir ici. Vous avez en haut un petit bouton qui vous permet d'avoir accès à quelques petites choses. Tout d'abord des paramètres de compte qui viendront ouvrir votre compte Canva en ligne parce que maintenant Affinity est un studio qui est lié aussi bien aux outils Affinity qu'à Canva. Vous avez ensuite la possibilité de fermer votre session si vous voulez passer votre compte à quelqu'un d'autre, ou plutôt si quelqu'un d'autre veut se connecter. Et dans Avancer, vous pouvez vérifier votre licence, si vous aviez déjà une licence Affinity avant, parce que parfois vous avez pu faire des achats de modules ou d'éléments. Et vous pouvez retrouver les contenus que vous aviez achetés pour Affinity et les réinstaller dans cette nouvelle version et dans ce nouveau logiciel. C'est important de ne pas le négliger. Vous avez ensuite les onglets qui sont ici. Dans Accueil, nous l'avons vu, nous retrouvons nos différents éléments. Tout au bout de l'accueil, vous avez aussi la possibilité à tout moment de changer ici l'orientation de vos presets, de vos éléments. En cliquant sur plus, vous allez venir dans la partie Nouveaux documents, que l'on verra par la suite. Vous avez ensuite toujours un petit plus également ici pour voir les autres tutos qui sont disponibles dans l'onglet Apprendre. Dans Récent, vous retrouverez les fichiers ouverts récemment si vous en avez. Le logiciel étant justement très récent, je n'en ai pas encore. Et dans mes modèles, vous aurez ici des éléments que vous pourrez intégrer. En cliquant sur plus, vous pouvez aller chercher des modèles que vous auriez enregistrés et les intégrer. On en créera au cours de la formation. Enfin, dans Favoris, vous retrouverez les éléments que vous aurez appréciés et que vous souhaiterez réutiliser en termes de format de document. Avec ça, nous avons donc un rapide tour de notre première partie, notre premier accueil. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment intégrer un nouveau document, comment le créer et l'utiliser. Je vous invite à voir ça dans la prochaine vidéo. Il est temps maintenant de venir créer notre premier nouveau document. Pour cela, on va aller dans le bouton plus qui est ici. Si c'est un document que vous avez déjà créé, sachez que vous pouvez aussi venir ouvrir avec ici le petit dossier. En cliquant sur le plus, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, c'est elle qui va vous permettre de choisir votre type de format. Ils sont divisés. Alors,
en différentes catégories qui sont lisibles ici par des titres. Vous avez tout d'abord des tailles de page en RVB, rouge, vert, bleu, qui est le mode colorimétrique que l'on utilise pour les écrans. On retrouve classiquement des formats A4, A3 et A5, lettres, livres de poche ou encore magazines. Vous avez un élément pareil mais en CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, qui sont en général les modes colorimétriques utilisés pour l'impression. Vous voyez ici qu'il y a une petite différence de pictogramme qui permet de les repérer, RVB et CMJN. Vous avez ensuite des catégories par utilisation. On a photo, avec ici des formats plutôt à l'américaine, 4R, 5R, et qui sont eux, non pas en millimètres, mais en inch. Inch qui est tout simplement le pouce, qui est une dimension qu'on utilise aux États-Unis. Vous avez ensuite par zone de travail, suivant ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est une zone de travail pour de l'étude, de l'illustration ou d'autres formats? Faites bien attention ici, le RVB et le CMJN sont mélangés. Vous remarquerez que les portraits ou les éléments américains sont encore une fois en inch et ici sont en pixels. On a en dessous tout ce qui va toucher au web et aux vidéos, les publications pour les réseaux sociaux, les vidéos verticales, 1920-1080, mais aussi d'anciens types d'écrans. Et dans Appareil, vous retrouvez des formats qui sont plutôt liés au téléphone. Si vous choisissez un élément, par exemple ici A4, vous pouvez venir le mettre en favori avec la petite étoile qui est en haut. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire une recherche avec le menu dédié. À tout moment, vous pouvez changer l'orientation de chacun des éléments pour avoir ce que vous souhaitez. Enfin, vous avez un petit élément, paramètres de document ici, que vous allez pouvoir ouvrir, qui vous permet de modifier vos projets. Si vous faites par exemple le choix ici du A4, je l'ai cliqué, on voit qu'il est un peu plus visuel. Je remets ici ma petite étoile pour le mettre en favori. Je vais avoir dans les paramètres de document quelques spécificités. Je peux déjà choisir son nom, si je veux créer un nouveau pré-réglage. Je peux choisir son unité de mesure, entre les points, les pixels, les millimètres et centimètres. Et ici, ce que l'on appelle sa résolution, qui est en pixels par pouce. On est à 300. Vous retrouvez le format, largeur et hauteur, le format de couleur, ainsi que le profil. En général, vous voyez qu'ici, on a le US Webcoat Swap V2, celui qu'on utilise en général quand on fait du print de façon un peu plus commune en Europe, c'est le Fogra 29. Ça peut être intéressant de venir l'utiliser. Vous pouvez décider si vous voulez mettre en place un plan de travail. On verra la distinction entre un plan de travail et ne pas en avoir tout à l'heure. Et si vous voulez un arrière-plan qui soit transparent. Pour l'instant, on va rester sur un arrière-plan qui n'est pas transparent mais qui serait blanc. Vous pouvez décider l'insertion des images, comment elle se passe. Est-ce qu'ils sont intégrés directement, c'est-à-dire qu'ils font partie intégrante de votre projet, ou est-ce qu'ils sont liés, c'est-à-dire que pour qu'ils chargent plus rapidement, on va faire la liaison entre votre ordinateur, votre Finder si vous êtes sur Mac ou votre explorateur Windows, et le logiciel. Ce qui fera que les images seront certes peut-être un petit peu pixelisées, mais elles ne seront pas directement intégrées dans le logiciel. Personnellement, je recommande de les intégrer, surtout sur la partie images pixelisées qu'on va utiliser dans les premiers chapitres, pour pouvoir faire plus de modifications. Si vous travaillez de la mise en page sur la partie donc plutôt mise en page, vous aurez la possibilité d'importer ou plutôt d'intégrer les choses ou de ne pas les intégrer pour avoir un peu plus de légèreté dans vos fichiers. Vous pouvez décider si les fichiers de texte sont liés et si vous souhaitez, quand vous allez copier-coller par exemple un élément depuis Word ou Excel, s'il faut garder les styles qui auront été intégrés via ces outils. Ça peut être intéressant pour gagner du temps si par exemple vous devez mettre en page un roman, un livre et que l'auteur a réalisé des styles sur son logiciel. Vous pouvez ensuite décider si vous voulez du multipage. Ça, c'est un peu plus intéressant lorsque vous allez venir avoir non pas ici des plans de travail, mais un seul élément et plusieurs pages. Si vous décidez d'avoir du multipage, vous aurez des options supplémentaires. Le sens, est-ce qu'elles vont être les unes à côté des autres ou les unes en dessous des autres? À quel côté on va commencer? Est-ce qu'on va plutôt commencer sur une page de droite ou plutôt sur une page de gauche? Ça va avoir son importance parce que par exemple,
un ouvrage que l'on va faire en dos carré collé, on va plutôt commencer sur une page de droite. Alors que si vous faites une couverture de livre, vous commencerez peut-être plutôt sur une page de gauche. Ça va dépendre des spécificités et de ce que vous avez besoin de faire. Vous pouvez définir ici le nombre de pages, et si c'est une maquette, dites par défaut. Vous avez ensuite vos marges, ici avec 25 mm partout, et le fond perdu. Alors je ne sais pas pourquoi, on m'a appris qu'il fallait plutôt mettre 5 mm partout, mais je remarque que Affinity tendance à mettre 3. À vous de faire ce que vous voulez. Personnellement, je suis plutôt adepte d'en mettre un petit peu plus, quitte à le réduire à l'exportation à la fin. Enfin, vous avez ici le Drawing Scale, donc qui est l'échelle de dessin, que personnellement je vais garder. Ça va permettre de venir modifier nos éléments et de créer ici une variante. C'est-à-dire que ce qu'on viendra dessiner sera sur une échelle de 1 à 10, de 1,25, de 1 mm pour 1 cm, etc. Ça peut permettre de venir être utile quand on fait des cartes. On pourra en reparler, je pourrais faire une vidéo dédiée si vous le souhaitez. À partir de ça, eh bien, on peut venir tout simplement ensuite créer notre document. J'ai oublié de préciser ici, à tout moment, vous pouvez repasser en RVB ou en gris. Vous avez tout en nuances de gris, en 8 ou 16 bits ou en lab. On peut aussi également revenir en RVB et vous voyez que là, les modes ou les profils de couleurs vont changer. On passera ainsi sur un sRVB qui peut être plutôt pas mal. Vous avez même celui de Adobe si vous voulez, même si on est sur un autre outil. Et donc là, on va se mettre en RVB et je vais cliquer sur Créer. Ça va alors ouvrir ma nouvelle interface. Et dans celle-ci, je vais pouvoir vous expliquer les différentes choses et les fonctionnements de nos outils et de nos éléments. Je vous propose que l'on voit dans la prochaine vidéo rapidement le fonctionnement de cette interface. Maintenant que vous avez ouvert votre nouveau document au format A4, vous avez accès à l'interface du Studio Affinity qui va contenir la partie vectorielle, pixelisée ou de mise en page. Il y a une interface qui est, comme je le disais dans la vidéo précédente, plutôt conjointe, plutôt généraliste. Et ensuite, vous avez accès à un certain nombre d'outils suivant ce que vous voulez mettre en place. C'est ce que l'on appelle des studios. Ces studios, vous les retrouvez dans le petit menu qui est ici. Vous avez tout d'abord un vecteur, qui est celui qui est dédié à tout ce qui sera utilisation vectorielle. Vous avez Pixel, qui sera lui dédié à des outils qui seront plutôt, pour leur part, liés à de la retouche photo ou à du pixel. Vous avez Mise en page, qui est un outil, ou plutôt un logiciel intégré, qui permettra de faire de la mise en page, qui se rapproche un petit peu d'InDesign. Et vous avez l'IA Canva. L'ensemble est des outils d'intelligence artificielle que vous pouvez intégrer. On les reverra bien sûr au fur et à mesure durant la formation. Pour l'instant, je vais me mettre sur la partie Pixel. C'est celle qui va nous servir de base pour découvrir pas mal d'outils. Parce que c'est elle qui va proposer pas mal de choses dans les différents studios. Il faut savoir que vous avez accès à d'autres studios. Ceci se trouve en cliquant sur le menu Gestionnaire de studio qui est ici et vous propose d'autres options, mais aussi de créer votre propre studio. Nous verrons cela plutôt en fin de formation, lorsque vous aurez compris et découvert les outils et fait quelques exercices pratiques. On verra comment optimiser votre temps. Mais retenez juste pour l'instant que ce sera à cet endroit. Vous avez également la possibilité de visualiser votre affichage, un coup en vectoriel ou en pixel, avec les boutons qui sont ici. En ce qui concerne la mise en page, vous retrouverez, ou plutôt la mise en page, l'interface, vous retrouverez en haut différents menus que l'on va voir dans ce chapitre. Vos outils qui seront toujours présents sur la partie ici de gauche et à droite quelques menus. Ces menus, vous pouvez les déplacer. Vous pouvez venir les ajouter dans votre interface pour en faire peut-être ici un élément spécifique. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, les ajouter comme étant un autre panneau. C'est vous qui allez vraiment décider de toutes les mises en page et toutes les adaptations. Là, vous voyez par exemple que j'ai mis mes calques en grand sur le côté. Je trouve que c'est plus utile comme ça. Vous pouvez venir, si vous le souhaitez, fermer les fenêtres. Donc là, on est en sous-fenêtre. Je peux venir les retrouver. On reverra la customisation un peu plus tard. Vous avez la possibilité de fermer le groupe ou les sous-fenêtres. Ça dépendra de ce que vous souhaitez mettre en place.
il y a énormément de panneaux que l'on retrouvera. Ils sont pour la plupart disponibles dans le menu fenêtre. Mais encore une fois, on verra tout à l'heure eh bien, comment ça fonctionne pour le paramétrer. On aura une vidéo dédiée. Vous avez ici quelques informations qui vous seront utiles également. Les tailles de votre fichier en pixels, le type de colorimétrie et le profil. Vous avez également ici différentes options qui sont liées à ce que l'on appelle le magnétisme. On en reparlera encore une fois plus tard. Je sais que je spoil quelques petites choses, mais je ne peux pas tout vous montrer en même temps et je préfère avancer petit à petit. En ce qui concerne d'autres éléments, donc vous avez ici votre espace de travail qui est au milieu, qui peut être composé soit d'un seul document, comme on l'a fait là, soit si je viens ici faire un nouvel élément, par exemple je vais faire une autre page, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait aussi avoir un mode plan de travail. Et donc là j'en fais un deuxième, qui lui est un plan de travail que l'on pourra modifier. Cela aura des spécificités surtout sur la partie vectorielle, parce que ça permettra de pouvoir travailler à l'extérieur de votre page, ce qui ne sera pas le cas lorsque vous êtes sur une page normale. Voilà un petit peu pour cette première partie, pour cette présentation rapide de l'interface. Je vous propose maintenant, avant d'aller plus loin, de voir comment fonctionnent les principes de préférence. Parce que les préférences, eh bien, c'est quelque chose qui vous sera utile pour paramétrer votre logiciel et que ça corresponde exactement à ce que l'on veut mettre en place. Donc on regarde ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Lorsque vous ouvrez un logiciel pour la première fois, ma recommandation c'est d'aller déjà faire un petit tour dans les préférences. Parfois ça permet d'activer des éléments ou des choses qui peuvent être extrêmement utiles. Dans Affinity, vous pouvez passer par paramètres de l'application qui est ici, que vous soyez en vecteur, en pixel ou autre. À partir du moment où vous êtes sur le premier outil qui est la flèche noire, vous aurez ici, donc l'outil déplacé, la possibilité de paramétrer l'appli. J'en profite aussi, vous remarquerez que quand vous venez cliquer ou poser la souris sur un outil, vous aurez toujours des petits tutoriels pour vous aider. Ça peut être utile. La deuxième option pour aller dans les paramètres, c'est d'aller dans Édition et Paramètres et d'utiliser le raccourci CTRL et virgule. Vous avez alors un menu qui va s'ouvrir, qui va vous proposer pas mal de petites options. À vous de définir celles qui vous intéressent le plus et qui vous sont le plus utiles. Vous avez une fonction recherche en cas de besoin, si vous le souhaitez. Dans Général, vous pouvez rouvrir ici donc les documents à chaque fois que vous allez redémarrer le logiciel. Suivant ce que vous allez ouvrir, vectoriel, mise en page ou autre, le studio sera automatiquement changé. Vous pouvez limiter le zoom à un maximum de 100% et demander à avoir vos différentes fenêtres dans des onglets flottants. Vous pouvez également avoir des documents ouverts dans le groupe actif, ça c'est de base, c'est plutôt utile. Vous avez une mise à jour automatique des ressources quand elles sont liées, quand vous modifiez l'élément. C'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand je vous disais que quand vous venez avoir un fichier qui est lié, il va faire le lien entre votre Finder, votre Explorer Windows et votre logiciel. Voilà, vous pouvez demander à ce que ça soit mis à jour automatiquement. Personnellement, je le recommande. Lorsque vous venez enregistrer les documents, vous avez aussi les vignettes. Les vignettes, ça va être quelque chose qui va permettre de garder différents états en enregistré. Vous avez l'action de pouvoir aussi enregistrer pour les fichiers PSD importés. Donc c'est uniquement recommandé si vous utilisez le format PSD comme format d'échange entre différentes applications. On ne va pas y toucher. Dans la partie texte, vous pouvez avoir ici donc importer les textes de PSD comme des textes, ce qui est une bonne chose qui permet que vous n'ayez pas des images écrasées, ce qui était le cas avant. Vous pouvez ici avoir du texte d'exemple, du lorem ipsum, toujours utile, je préfère l'avoir inséré, et conserver les sauts de ligne quand vous faites du copier-coller. Vous avez la possibilité de copier des objets en SVG, personnellement je trouve qu'il faut l'ajouter. Avoir les métafichiers au tram lorsque vous faites un collage, ça peut être intéressant, c'est bien pour ça que c'est coché de base, on va le laisser. Préserver la sélection après suppression, ça c'est une question de choix. De toute façon, on verra le petit raccourci qui permet de désélectionner en quelques instants. Vous pouvez avoir donc des métadonnées de XMP compagnon, affiner l'écart de profondeur pour le HEIC, donc ce qui viendrait ici de format Apple, appliquer des cartes de gain, ce qui peut être intéressante, importer des objets intelligents quand il y a ici donc des PSD, c'est-à-dire avoir ce que l'on appelle les Smart Objects ou objets dynamiques.
Lorsque on a quelque chose où on n'est pas sûr que ça ne renvoie pas les recherches dans la photothèque, ok. On peut donner des infos à Affinity pour qu'il s'améliore, contribuer à l'amélioration en publiant les rapports d'échecs, moi je suis plutôt pour. Définir les profils d'objectifs, vous pouvez aller les chercher dans votre ordi, et également les polices, donc les écritures qui viendraient directement depuis Affinity, dire où est-ce que vous devez les enregistrer. Et vous avez le choix de votre langue. Dans l'apprentissage automatique, et c'est aussi pour ça que je vous fais cette petite vidéo, vous avez la possibilité de télécharger différents outils. Le premier, il faut le télécharger, il fait 300 mégas. C'est pour pouvoir utiliser l'outil sélection d'objets qui va automatiser les sélections avec l'intelligence artificielle. Il faut l'activer. Et ça, c'est les options d'IA qui sont premium, qui viennent de Canva. Vous avez les petites couronnes pour vous le rappeler. On les reverra au cours de la formation. La première, c'est pour utiliser les filtres de flou de profondeur spécifiques à l'IA. Le deuxième, pour coloriser des images. Et ici, pour faire ce qu'on appelle de l'upscale. Dans la partie couleur, vous définissez tous les profils par défaut quand vous allez créer un fichier. En général, vous allez les choisir vous-même, mais vous pouvez demander à ce qu'ils soient par défaut. Par exemple, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais demander que de base, ça soit toujours en faux gras 29. Les autres, vous pouvez le définir de vous-même. Dans Performance, c'est qu'est-ce qui va être utilisé sur votre ordinateur et à quelle limite. Vous pouvez augmenter le nombre d'annulations, c'est-à-dire de CTRL Z, la RAM utilisée et à partir de quel moment on va vous dire attention, il n'y a plus de place. Vous pouvez ici avoir la diffusion des dégradés et des découpes précises. Enfin, vous pouvez définir sur quel outil vous allez avoir votre rendu pour certaines actions. Votre carte graphique, votre Nvidia ou autre. Et si vous voulez un rendu Retina. Dans la partie interface utilisateur, ça permet de décider la couleur de votre fichier, la couleur de vos arrière-plans, les contrastes de texte, la luminosité et les tailles. Tout ce qu'il faut pour pouvoir venir adapter au maximum l'interface pour qu'elle convienne à vos besoins. Vous avez ici la taille des différentes unités et comment elles doivent être traitées. Est-ce qu'on affiche les lignes en points ou en pixels? Est-ce qu'on valide automatiquement les filtres, etc. Est-ce qu'on utilise un fond blanc pour le menu déroulant de la police? Est-ce qu'on demande le nom de la création de calque ou de groupe? Moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude d'avoir ceci, mais vous pouvez l'ajouter. Dans les outils, vous allez avoir quelques petits outils qui peuvent être intéressants. La taille de vos poignets sur les outils. Est-ce qu'ils sont plus ou moins grands pour leur visibilité? Le fait d'utiliser la touche mâche pour parcourir les groupes d'outils quand il y en a. C'est ceux où il y a des petites flèches en bas. Utiliser la molette pour zoomer. Alors personnellement, je suis un adepte, donc je vais l'ajouter. Le zoom par glissement. Afficher la prise en charge du contrôleur radial. Donc ça, c'est encore nouveau. Pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Parce que je préfère attendre que ça soit plus en expérimental. Synchroniser les outils et les fonctions tactiles. Ou encore avoir différentes options liées au cadre de sélection. Dans la partie raccourcis, c'est ici que vous pourrez définir tous les raccourcis de votre logiciel. Que ça soit dans la partie vecteur, pixel, typo, vous pouvez tout choisir. Il y a quand même pas mal de choses, ça sera à vous de définir ce que vous souhaitez. Vous pouvez choisir également donc de les changer à tout moment. Dans la partie assistant, c'est là où vous aurez de l'aide. Vous pouvez l'activer également à cet endroit dans la partie aide. Personnellement, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup utiliser. J'en profite aussi dans raccourci, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. En l'occurrence, l'astrophysique, mappage des tons, développer Liquify, qui sont des choses que vous retrouverez également dans ces parties, mais aussi dans les parties de filtre, par exemple, qu'on verra plus tard, ici, comme liquéfier, développer, qui étaient, pour les personnes qui utilisaient tout ça avant, dans les parties persona dédiées. Aujourd'hui, c'est plus des personas, c'est des sous-menus qui vont s'ouvrir à partir d'éléments que vous allez ouvrir dans vos filtres. Module Photoshop, ça c'est si vous voulez ajouter des choses liées à Photoshop, on va éviter de mélanger les choses. Service lié, ça permet de lier avec un Dropbox pour pouvoir travailler directement dessus, d'en faire un cloud un peu lié à votre Affinity. Correction automatique, il va permettre de faire surtout des corrections d'orthographe et autres. On peut l'activer pour qu'il corrige automatiquement les fautes et il va nous définir tout ce qui peut être corrigé. Les guillemets, les majuscules et autres. Ça, c'est à vous de voir. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dedans. Et ici, vous avez tout simplement les fautes les plus communes que l'on retrouve, qui ont été ajoutées et qui seront donc corrigées automatiquement si vous le faites.
On a la même chose ici pour avoir quelques abréviations qui peuvent être utiles. Les abréviations, par exemple pour les GIG ou les GIC et autres. Le texte d'exemple. Donc là, on peut demander à voir ce qu'on appelle le réglage d'usine. Moi, en termes de texte d'exemple, je vais tout simplement aller sur Internet et je vais prendre ce qu'on appelle un lorem ipsum. Pour ça, je vous montre, j'utilise un site qui s'appelle lorem ipsum. Je vais lui demander de me générer un texte un peu long. Je vais venir ici le copier et on va juste venir le coller. Et comme ça, j'aurai par la suite un lorem ipsum. Exception de titre, je ne sais pas du tout à quoi ça sert pour le moment, donc je ne vous donne pas les détails. Je rajouterai des vidéos si besoin. Et dans divers, vous allez pouvoir ici réinitialiser ce que vous avez installé. Les styles, les pinceaux et autres. Avec ça, vous avez donc paramétré votre logiciel. On va maintenant pouvoir passer à la partie sur la compréhension entre la gestion des documents, configuration de documents, et aussi la différence entre un plan de travail que l'on a fait dans cet onglet, et qui est donc plutôt, comme vous le voyez, dans Vecteur, et la partie ici qui va être donc plutôt un espace de travail, une page directement. On va regarder ça dans la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de façons de travailler sur les logiciels, ou plutôt sur le logiciel Affinity. Le premier, quand vous avez créé votre fichier, était de venir utiliser ici un plan de travail qu'on a coché, ou alors d'avoir ici la possibilité même de faire du multipage. Chacun des éléments, multipage, non multipage ou plan de travail, va avoir une spécificité. Pour celui qui est sans être multipage, mais sans être non plus un plan de travail, vous avez tout simplement un élément qui est disponible. Le problème, c'est que cet élément, lorsque vous allez venir créer des choses, on reverra tout à l'heure pour tout ce qui est gestion des formes et des couleurs, si vous le mettez hors de l'espace de travail, ça sera invisible. Vous ne pourrez pas le voir ni le visualiser. Vous n'aurez que la possibilité d'avoir votre espace de travail. Si vous êtes en multipage, en général, vous allez passer en mode mise en page. Et vous allez avoir plusieurs pages les unes au-dessus des autres. Et si vous venez créer un élément, encore une fois ici, je viens créer un élément bleu, comme vous le voyez, quand je vais venir l'utiliser, il ne sera visible aussi que dans la zone des pages que j'ai créées. Le plan de travail, lui, c'est un petit peu différent. Déjà, vous allez pouvoir venir créer des choses à l'extérieur. Donc là, même si je viens faire un carré bleu, vous voyez que je peux venir le déplacer et l'utiliser où je le souhaite. Je pourrais bien sûr intégrer des choses dans mon plan de travail directement, mais je pourrais aussi le ressortir. En plus de ça, il y aura des spécificités qu'on va revoir. On va pouvoir, sur le plan de travail, à tout moment, l'agrandir en largeur, en hauteur, et on va pouvoir venir le faire tourner. Ce que vous ne pourrez pas faire sur les autres. Quand vous êtes sur le mode normal, votre élément ne peut être modifié à la volée. Il faudra pour cela utiliser une option qu'on verra après, qui s'appelle configuration de document. Le plan de travail, l'autre avantage que vous allez avoir, c'est que vous pouvez en créer plusieurs. Vous avez ici l'outil de plan de travail de base, mais si vous appuyez sur Alt, vous pouvez venir le dupliquer et en avoir un deuxième, ou un troisième, etc. Et vous pouvez dézoomer, vous voyez que vous pouvez en créer énormément, parce que le logiciel permet de créer autant de plans de travail que l'on veut. Donc ça, c'est une spécificité qui vient plutôt à la base du vectoriel et qui est plutôt utile. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser un outil qui est l'outil plan de travail directement. Pour avoir cet outil, si vous cherchez un petit peu, vous voyez que il n'y a rien de visible au début. C'est un peu problématique. Il faut venir dans la partie vecteur ou pixel, ça marche aussi. Mais en général, c'est plutôt dans la partie vecteur parce que c'est lui qui est lié à la base au plan de travail. Et vous avez aussi ici un outil plan de travail. Et vous pourrez alors venir agrandir ou rétrécir vos plans de travail, en créer de nouveaux et les modifier. Si vous cliquez sur le petit plus ici, vous voyez que ça va dupliquer le plan de travail précédent. Vous aurez alors la possibilité de définir la largeur, la hauteur, avec un petit cadenas ici qui permet de faire que si vous décidez d'agrandir un plan de travail, ça reste proportionnel. Alors bien sûr, c'est vous qui décidez comment vous voulez adapter les choses.
Vous avez également la possibilité, quand vous avez plusieurs plans de travail côte à côte que vous allez par exemple sélectionner, là je fais une sélection globale avec mon outil de sélection, je vais pouvoir venir dire, je veux que entre chaque plan de travail, il y ait 50 d'espacement, et si je clique sur plus, il mettra 50. Si je demande à ce qu'il y ait 100, et que je clique sur un plus, il y aura 100, et il va l'adapter. Vous pouvez aussi venir cliquer sur insérer un plan de travail pour qu'il le mette automatiquement. Si jamais il y a besoin, vous retrouvez encore une fois ici ce que je disais tout à l'heure, votre outil de déplacement, qui vous permettra de venir sélectionner les 10 plans de travail et de pouvoir venir les adapter, les supprimer ou les déplacer. L'outil déplacement sera dans tous les logiciels. C'est un outil que vous retrouverez à chaque fois et qui vous permettra d'adapter vos éléments, d'adapter vos projets, comme vous le souhaitez. Vous pouvez voir également ici qu'il y a des spécificités pour les plans de travail, que vous aurez également avec les configurations tout à l'heure sur les autres outils. Parmi elles, vous retrouvez certaines spécificités, comme la couleur de fond. On reverra le sélecteur tout à l'heure, mais vous pouvez ici choisir la couleur de fond de votre plan de travail, la couleur de contour, si vous voulez qu'il y ait un contour à celui-ci, et la taille de votre contour à côté. On reverra toutes ces options avec les outils tout à l'heure. Vous avez l'option ici de modification de vos contours, des options de pré-réglage. Peut-être que vous voulez avoir votre plan de travail plus ou moins carré, arrondi ou avec des effets biseautés. Est-ce que vous voulez également avoir quelque chose qui ne soit pas arrondi? Et donc là, vous aurez la possibilité, en venant utiliser des outils spécifiques, d'adapter cela ou de changer les angles. Pour ça, vous avez encore une fois les systèmes de découpe et vous pouvez même définir avec un curseur l'angle d'arrondi. Enfin, vous avez ici la conversion en courbe qu'on reverra en vectoriel, la transformation des objets séparément, c'est-à-dire quand il y en a plusieurs qu'ils ne se mettent pas en même temps, et ici, des petites manipulations d'objets. Vous pouvez ici, et je le recommande, tout de suite activer tous ces éléments. Ça permet de pouvoir retrouver ici des outils de poignée d'alignement qui vous permettront de savoir comment sont alignées les choses par rapport à votre interface. Ici, de masquer la sélection du déplacement en cours. Ça peut permettre, quand vous venez déplacer, de ne pas avoir d'informations importantes. Et sinon, vous avez ici des infos qui apparaîtront. Et activer l'origine, ça permet d'avoir le centre. Je trouve que c'est toujours une bonne chose d'avoir le centre. Donc à vous de définir ce que vous souhaitez. Maintenant qu'on a vu cette partie sur les plans de travail, je vous propose qu'on passe directement à voir les options de modification d'un espace de travail. Donc pour cela, on va aller dans configuration du document. Je vais juste réouvrir un nouveau vecteur en plan de travail pour l'avoir ouvert de côté. Mais hop, on va le mettre ici, de façon à ce que ce soit comme ça avec chacun des éléments. Je pourrais bien sûr les renommer, on va voir ça dans quelques instants. On a bien toutes nos parties qui sont disponibles et qui sont visibles et qui pourront être utiles. On va regarder donc ce qu'est ce fameux configuration de document. Lorsque l'on ne travaille pas sur un plan de travail, on a donc ici notre document, qu'il soit multipage ou non. Pour le modifier, vous pouvez faire ici configuration du document. Vous avez alors une fenêtre qui va s'ouvrir et vous donner quelques informations. Tout d'abord, on retrouve ici les configurations de la planche soit active, soit du document en entier. Si on est sur le document en entier, on pourra modifier les unités de mesure et la résolution. Si on est en planche ou en planche, ça permettra d'avoir deux pages côte à côte. On verra ça après sur le multipage. Ou alors, en page, d'avoir une page les unes au-dessus des autres. Vous pouvez définir, quand vous êtes en planche ici, et qu'il y a plusieurs pages, si vous souhaitez qu'elles soient redimensionnées, ancrées ou ancrées à la planche. Si vous avez un modèle, décidez si c'est un modèle de double page, comment il est organisé ou non, et les couleurs. Toutes des choses que l'on a déjà vues un petit peu plus tôt, mais que l'on peut venir adapter. Vous pouvez demander aussi à ce que ce soit directement sur la planche active, c'est-à-dire celle en train d'être utilisée. Vous définissez les mêmes options. Le principe de planche est plus lisible lorsque l'on a plusieurs pages, comme c'est le cas ici. Je peux passer en configuration de document. Et si je passe donc en mode page ou en mode planche, on verra que j'aurai la possibilité de les avoir non plus l'une à côté de l'autre, mais aussi côte à côte.
Pour ça, on vient cocher double page. Et je vais pouvoir venir dire que je veux que cet élément et cet élément soient des doubles pages et qu'ils s'adaptent. On vient cliquer sur OK. Et après, vous aurez la possibilité de venir déplacer vos éléments et les mettre bien, tout simplement côte à côte. Et pour ça, vous allez pouvoir venir tout simplement cliquer sur ajouter des pages, par exemple ici, et décider qu'elles soient soit enchaînées, les unes au-dessus des autres, soit étendues, c'est-à-dire là je veux rajouter une page qui sera à côté. Et donc là, vous avez bien votre page qui est à côté. Vous pourrez la déplacer suivant ce que vous voulez mettre en place. Alors là, forcément, hop, il veut pas forcément, parce que il y a toute cette partie de précision que vous voulez une page en plus. C'est à vous de le décider et de le noter. On va avoir la possibilité aussi, c'est une autre spécificité, de la mettre en mode nouvelle planche. Vous dites que vous voulez 2 nouvelles pages et il vous rajoute 2 planches. Donc ça, c'est une autre spécificité. On retravaillera un petit peu tout ça lorsqu'on fera des documents un petit peu plus poussés dans le chapitre dédié à la partie mise en page. Mais au moins, ça vous a permis de revoir la partie configuration. On va fermer tout ça maintenant et on va s'intéresser à nos différents menus. Puisque c'est ça qui est intéressant aussi. C'est comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils nous proposent. On va commencer par le premier menu qui va être le menu de fichier. Avant ça, autre petite chose, on verra également comment venir importer ou ajouter des raies. Parce que comme vous allez le voir, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que j'allais le négliger, bien qu'on le reverra en venant parler également un petit peu plus tard ici de l'affichage. Donc on va commencer par la partie fichier et on avancera petit à petit avec l'édition, le document et ensuite on va parler d'affichage, de fenêtres et d'aide. Pour les autres, il y aura des vidéos dédiées dans les chapitres dédiés. Texte pour mise en page, vecteur avec vecteur, pixel avec pixel et calque dans le chapitre dédié au calque. On regarde ça tout de suite. Passons donc à la découverte du panneau fichier. Alors sur les différentes choses que l'on va voir dans les menus, il faut savoir que c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons par un moment. Je vais vous montrer tout de suite comment il fonctionne, les choses que l'on peut y trouver, mais certaines demanderont un approfondissement un petit peu plus tard, par exemple sur toute la partie exportation où je ferai des vidéos dédiées pour rentrer dans les détails et les paramètres de ces parties. Pour d'autres, c'est surtout pour vous montrer où ils se trouvent, que vous sachiez quand vous en aurez besoin. Tout d'abord, donc la partie fichier qui est ici, va vous permettre de devoir créer vos propres studios ou de les retrouver. Les studios, ce sont les différentes interfaces, comme vous le savez maintenant. Et vous avez la possibilité ici de les retrouver et d'avoir les raccourcis qui vous permettront de les prendre en main. On va avoir la possibilité de retrouver ici comment créer un nouveau fichier et le raccourci c'est CTRL-N. On peut demander à créer depuis un dernier pré-réglage, c'est-à-dire le même type de fichier que ce que vous avez créé récemment. De créer depuis un copier-coller que vous auriez fait, pour de l'importation d'images ça peut être important. Ou bien de faire ici ce qu'on appelle un nouveau traitement d'image. Ça, c'est pour venir traiter les images en plusieurs parties. On reverra ça aussi un petit peu plus tard. On verra comment fonctionne la pile, les panoramas et autres. Vous avez les classiques ouvrir et ouvrir un élément, fermer ou fermer tous les onglets, et les options d'enregistrement. Vous avez aussi enregistré l'historique du document. L'historique, c'est toutes les actions que vous aurez réalisées dans celui-ci, afin de pouvoir les réutiliser plus tard. Si vous avez sélectionné une image, comme on le verra tout à l'heure, vous pourrez également ouvrir le dossier qui contient cette image dans l'explorateur Windows ou le Finder. Placer permet d'aller chercher une image et de venir non pas l'intégrer directement, mais de venir la lier. Ici, vous pouvez décider si vous voulez avoir des images qui sont liées, des textes qui sont liés, et si vous voulez garder les différents styles. Vous pouvez venir voir comment importer des fichiers depuis d'anciennes versions d'Affinity, les Affinity 2 qui n'existent plus aujourd'hui, ou à partir de fichiers que vous auriez déjà. Vous avez toute la partie exportation avec les 3 options disponibles, les métadonnées de votre document et l'impression. Enfin, vous pouvez fermer votre session pour pouvoir laisser l'accès à quelqu'un d'autre sur votre ordinateur ou bien quitter. Avec ça, vous avez déjà les bases pour attaquer. On va en même temps avoir le menu qui est à côté, qui est le menu édition. Je le fais dans la même vidéo parce que comme vous allez voir, il va très vite.
Vous pouvez venir retourner en arrière avec un CTRL Z ou en avant avec CTRL SHIFT Z. Vous avez des options de recherche qui seront surtout pour du texte qui permet de venir chercher des éléments. On refera une partie sur rechercher et remplacer un petit peu plus tard parce que c'est important de comprendre comment ça marche et de bien l'utiliser. Vous avez tout ce qui va être sélection. Ici le CTRL A qui va sélectionner l'intégralité de votre projet ou les désélections avec le CTRL D. Tout ce qui va être copier, coller, duplication avec liaison et sélection et les suppressions. Vous avez ensuite les options de coller un petit peu spécifiques, un coller classique, le collage spécial qui va permettre d'avoir un collage au même endroit, copier des styles, des FX, des éléments à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez coller votre élément dans une forme qui existe déjà, ou bien sans aucune mise en forme. Enfin, vous pouvez revenir ici à l'origine en supprimant les différentes options et pour pouvoir revenir à l'état d'usine et créer des styles. Avec ça, vous avez donc toutes les bases maintenant pour commencer à travailler tranquillement. On va voir ce qui est intéressant aussi maintenant dans le menu suivant, qui est le menu Documents, qui va vous proposer, comme vous allez le voir, beaucoup plus de choses. C'est important de comprendre comment il marche, donc on regarde ça tout de suite. Passons maintenant au menu de Documents. Alors lui, il va vous permettre de vous retrouver un petit peu facilement dans l'interface et les différentes choses qui vont le composer. On a tout d'abord la partie page qui va contenir tout simplement la possibilité, lorsque vous allez dans la partie mise en page, de créer ou d'afficher vos maquettes, de créer une nouvelle page. Donc là, vous pouvez cliquer dessus, ça vous crée automatiquement, comme vous le voyez, une nouvelle page dans votre document, qui passera automatiquement aussi en multipage. Vous pouvez ajouter une page, ajouter ou supprimer une, ajouter une page à partir d'un fichier, et vous déplacer dans vos pages. Aller à la première, à celle qui est avant, la dernière ou la suivante, ou atteindre une page spécifique. Vous avez dans configuration tout ce qui va être configuration de documents, que l'on a déjà vu dans une vidéo précédente, le changement de profil ICC, donc colorimétrique, ou alors redimensionner ici votre canevas. Vous retrouvez aussi la possibilité d'aller en mode pixel ou en mode vecteur, la possibilité aussi de venir avoir un arrière-plan transparent ou d'utiliser ici des options spécifiques, par exemple la super résolution qui fonctionnera normalement si vous sélectionnez une image. Là vous voyez que j'ai intégré, je vous réexpliquerai comment faire, une image et un texte, parce qu'on va avoir des petites options de documents qui vont nous servir. On peut venir ici attacher le canevas et le détacher s'il y a besoin, faire une rotation ou un flip, c'est-à-dire tourner notre document intégralement, ou bien lui faire une rotation dans un sens ou dans l'autre. On va pouvoir aussi ajouter et enregistrer ce qu'on appelle un instantané. Là par exemple, je fais un enregistrement d'instantané que je vais appeler test. Ça va automatiquement venir enregistrer dans mon document un instantané à un moment M. Et à tout moment, même si je déplace mes éléments, je peux restaurer cet instantané pour retourner à ce moment du document. C'est une sorte de petite sauvegarde que l'on peut réutiliser à tout moment. On a ensuite 3 options, gestionnaire de ressources, de sections et de police. Le gestionnaire de ressources, il va vous montrer toutes les images qu'il y a dans votre document, ainsi qu'un nombre d'informations assez importantes. À quoi elle ressemble, son nom, est-ce qu'elle est utilisée et si oui, est-ce que l'état est bon, la page, est-ce qu'elle est intégrée ou liée, sa taille, sa résolution et son type. Vous avez également des informations sur votre photo sur le côté, la possibilité de la localiser d'un simple clic, de la remplacer, de la lier, de la collecter ou de l'afficher dans votre explorateur. Pour ce qui est des sections, c'est quand vous allez travailler ici sur du document multipage, ça permet, une section, d'avoir un élément textuel, une zone spécifique. Vous pouvez ici commencer la section à partir d'une page, définir quand est-ce qu'elle commence, le numéro des pages et le nom de la section. Ça permet aussi de pouvoir créer de nouvelles sections ou d'en supprimer si besoin. Gestionnaire des polices, et c'est pour ça que je vous ai mis un petit texte, vous permet de retrouver les polices utilisées dans un document pour les retrouver, les réutiliser, les modifier. Et vous pouvez cliquer sur localiser pour les sélectionner d'un seul clic. Enfin, aplatir, on reverra ça un petit peu plus tard, mais ça va tout simplement écraser tous vos calques qui sont donc ici. Donc là, vous voyez, si je fais un CTRL Z, j'ai bien 3 calques différents.
On a toujours ce petit élément qu'on avait fait au tout début de notre projet que je vous avais caché, hein, qui est toujours là, qui va permettre donc de pouvoir venir tout aplatir pour le réutiliser plus tard. Donc cet outil n'est pas extrêmement compliqué, ce menu n'est pas trop compliqué, mais il est utile de le comprendre. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le menu affichage, qui est quand même assez important également et qui va vous proposer pas mal de spécificités. Puis on attaquera fenêtre et aide dans la dernière vidéo de ce chapitre, avant d'attaquer la partie sur les calques. Le menu suivant que nous allons voir est un menu qui est essentiel et important dans votre utilisation d'Affinity. Il s'agit du menu d'affichage, qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de faire apparaître différentes options qui pourront vous aider. On a tout d'abord les options de zoom, qui vous permettent de venir zoomer plus ou moins dans votre projet, avec ce qu'on appelle un zoom d'entrée pour être à 100%, ajusté à 100%, 200, en taille réelle ou autre, suivant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez un mode de rotation qui va permettre de faire, comme on l'a déjà vu un petit peu plus tôt, une rotation de votre espace de travail. Vous avez le changement des modes pour passer de pixel à retina en passant à vecteur ou filaire. Vecteur qui est normalement aussi donc le raccourci CTRL-Y qui permet, quand on le verra un petit peu plus tard, de ne voir que les lignes et les tracés sans avoir toutes les informations importantes ou subsidiaires, dirons-nous, des vecteurs pour gagner du temps. On a aussi une vue rayon X qui permet de voir s'il y a tout simplement des éléments qui se superposent. Ça permet de voir ce qu'il y a derrière, comme vous voyez que je suis en train de le faire. Et je peux bien sûr passer d'un mode à l'autre aussi, très simplement. Là, vous avez aussi le mode contour, quand il y en a. Et si besoin, vous pouvez remettre les modes classiques à tout moment. Là, on va se mettre en dernier utilisé, qui permet de revenir en arrière ou en pixel. On va avoir ensuite la partie qui va être ici affichée, qui permet de mettre en place et de visualiser les repères. En termes de repères, vous avez les marges sur les côtés, les fonds perdus, les guides que l'on appelle aussi les repères, les guides de colonnes quand vous envoyez et que vous décidez d'en faire apparaître, les habillages ou le nombre de mots pour la partie textuelle. On peut aussi faire apparaître une grille qu'on pourra paramétrer par la suite dans les options qui sont en dessous, mais aussi une grille de préférence avec justement ce que vous préférez utiliser, la possibilité de venir avoir des sélections, des règles directement en haut qui vont permettre de mettre les fameux guides dont je parlais il y a quelques instants. On va faire une vidéo dédiée sur eux pour que vous puissiez comprendre leurs principes. Ça ira de pair avec le magnétisme. On aura ensuite les tranches pour de la découpe, les règles de texte qui peuvent être utiles et que je vais activer pour, comme le nom l'indique, avoir des repères pour les grilles et pour les textes. Et donc, en dessous, vous allez avoir toute cette partie, magnétisme et grille. Je vais faire une vidéo dédiée parce qu'il y a plein de petits menus à voir et qu'il est important de comprendre. On va avoir les vues. Les vues, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on va vouloir visualiser dans nos éléments. Là, vous voyez que ça m'a ouvert tout simplement une copie, c'est-à-dire une nouvelle vue. Comme ça, je peux en avoir deux si j'en ai besoin ou si j'en ai envie. Et je peux avoir une version qui serait un peu plus zoomée que l'autre. On va avoir ici ce qu'on appelle l'attache au canevas. Donc vous voyez, c'est ce qui faisait cacher tout à l'heure ces parties-là. Le raccourci, vous l'avez vu, ici, c'est anti-slash. Si vous cliquez dessus, vous pouvez faire apparaître ou non votre élément. Personnellement, moi je suis un adepte d'avoir mon canevas qui n'est pas caché. Petite habitude d'Illustrator, même si on sait que dans Photoshop, on a l'habitude d'avoir des éléments qui sont cachés. J'aime bien cette idée de plan de travail qui est découvert et sur lequel je peux travailler à côté. Donc, autant en profiter et autant le laisser. Enfin, vous allez avoir ici, quand on a plusieurs points de vue, pouvoir passer de l'un à l'autre. Afficher votre barre d'outils, qui est à cet endroit. La possibilité de la personnaliser. C'est assez complexe, on va regarder ça dans une vidéo dédiée aussi. Ça permettra d'avoir quelque chose qui soit un peu plus utile. Donc, je vous montrerai comment on fait juste après. Une partie qui va être sur la barre d'outils contextuelle, donc là, qui n'apparaît pas forcément à chaque fois. Vous pouvez venir donc l'afficher ou non. C'est la barre que vous avez en haut. Donc là, si vous voulez, vous pouvez la remettre. Et vous pouvez demander à ce qu'elle ne soit pas ancrée. C'est-à-dire que là, pour le moment, elle est accrochée en haut. Mais vous pouvez aussi très bien vous dire, je préfère la voir ici. Je préfère la voir en bas, je préfère la voir ailleurs. Et c'est vous qui allez décider de l'endroit où elle doit apparaître.
Moi, personnellement, je préfère quand elle est ancrée. Réflexe d'utilisateur de Adobe depuis des années, c'est plus logique quand elle est à cet endroit. Enfin, vous retrouvez ici les outils, ancrés, affichés, effets secondaires ou encore une fois personnalisés. On reverra ça après. Et pour finir, la possibilité d'activer ou désactiver l'UI. Ça permet quand vous êtes sur un projet de pouvoir le voir en très grand ou au contraire en caché. Ça va dépendre de vos préférences et de la façon dont vous travaillez. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit la partie sur les grilles et les repères, comme on en a parlé juste avant. Parce que j'ai parlé très rapidement des règles pour les mettre en place. Le raccourci étant d'ailleurs CTRL-R, hein, qui permet de pouvoir les afficher. Mais on n'a pas vu comment ça fonctionne en profondeur. Comment on ajoute des guides, comment on les utilise. Je vous propose que l'on voit cela dans la prochaine vidéo. Attaquons donc la partie sur les grilles et les repères. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, pour les faire apparaître déjà les règles, ici vous avez le raccourci CTRL-R. Ces règles vous donnent des informations sur votre projet. L'origine ici en haut à gauche de votre fichier, la possibilité de venir déplacer et d'ajouter des guides, qu'on appelle également des repères, aussi bien en largeur qu'en hauteur, et la possibilité, si besoin, de venir faire un clic droit sur votre petit élément ici de règles, et de choisir eh bien, la couleur de votre table de montage, si vous le souhaitez, mais aussi ce que vous souhaitez afficher. En l'occurrence, les règles, les guides de colonne quand vous allez travailler en mode mise en page, les grilles et autres. Vous pouvez bien sûr faire apparaître cette grille ici. Ces éléments, vous les paramétrez dans Affichage. Pour la partie guide, quand vous venez ouvrir, vous allez pouvoir venir retrouver les guides qui sont déjà présents. Vous pouvez modifier eh bien, la taille. Par exemple, vous les voulez à 50 mm. Votre élément sera modifié automatiquement. L'un des avantages d'Affinity, c'est que tout est dynamique. C'est-à-dire que, même avec la fenêtre ouverte, vous pouvez continuer à déplacer d'autres éléments. Vous voulez ajouter un nouveau repère, vous pouvez cliquer, il viendra se mettre automatiquement. En général, il se place au milieu. Vous pouvez également venir supprimer ces repères, choisir leur couleur via un sélecteur de couleurs, ou encore, eh bien, si besoin, venir supprimer tous les guides. En ce qui concerne la partie de gauche, ou plutôt de droite, vous allez pouvoir venir ajouter des repères, avec des colonnes, et donc là vous voyez bien les repères de colonnes au centre, des lignes qui peuvent être augmentées pour faire ce que l'on appelle une grille modulaire. Vous décidez si c'est en mode contour, si c'est en mode rempli, et surtout de quelle couleur. Ça permet de faire apparaître la grille en question. Vous pouvez définir des marges si vous ne l'avez pas fait, et c'est plutôt recommandé de toujours en faire. Personnellement, je vais mettre 3 mm, et vous avez ici l'origine de la planche. Est-ce que votre origine est bien à 0, 0, ou est-ce que vous préférez qu'elle soit décalée? Ça peut permettre de placer vos règles exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr créer des repères avec des pourcentages. Je pourrais très bien mettre ici un repère à 55%. Ça sera automatiquement modifié. C'est vous qui décidez tout ça. Bien sûr, si vous fermez, les éléments disparaissent également. Et vous voyez maintenant que je peux venir faire disparaître les fameux guides de colonnes que je vous présentais juste avant et qui sont maintenant visibles ici. Je peux enlever les guides classiques aussi d'un simple glisser-déposer. Dans Affichage, vous avez aussi grille et axe. Alors grille et axe, ça va permettre de pouvoir venir rajouter des pré-réglages spécifiques, par exemple la taille des carrés de votre grille. Ici ils sont à 1 cm, vous affichez la grille, vous affichez une grille en pixels, et vous avez les différents formats. Par exemple ici, le fait d'avoir une grille triangulaire vous permettra d'avoir accès à ce que l'on utilise pour faire de l'isométrie. L'isométrie, c'est un style graphique, surtout utilisé en vectoriel, qui utilise ce type de grille. Vous avez également la possibilité de retrouver cela en allant directement ici dans grille de référence par la suite. Ou alors de venir tout simplement dans la partie magnétisme en haut. Là, on va finir de voir tout ce qu'il y a dans grille et axe. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs modes. Vous avez le mode automatique, qui vous met une grille, tout ce qu'il y a de plus classique, dont vous pouvez venir définir ici la couleur. Donc on peut mettre quelque chose, par exemple, d'un petit peu plus visible. On va mettre ici, hop, du rouge. On va juste venir également enlever la grille de colonne, pour qu'on ait uniquement notre fond de grille. On peut venir modifier
l'opacité des subdivisions, l'opacité de la grille et des grilles de pixels. En automatique, on n'a pas forcément le choix des divisions. En basique, vous pouvez choisir la taille de chaque élément. Là par exemple, on est sur 1 cm, donc 10 mm. Mais on peut aussi avoir des subdivisions. Chaque carré sera découpé en plus petit. Et là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse l'opacité de ces subdivisions pour qu'on ait bien la différence entre les deux. C'est plutôt utile et intéressant. On a également les poignées de modification d'axe si besoin. Dans la partie avancée, on a donc, comme je le disais juste avant, un peu plus d'infos. On a les différentes grilles, isométriques avec un côté plus grand que l'autre, dimétriques, obliques, bref, énormément de possibilités. Ici, on a une grille qui va être uniforme, c'est-à-dire de face, avec des proportions fixes si je viens ici le cocher. Je peux remodifier mes subdivisions, mes espacements et mes gouttières. La gouttière, ça serait l'espacement entre chaque petit carré. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc passer en mode 2 axes. On a donc maintenant un deuxième axe qui est ici, et on peut venir modifier tout simplement l'angle de chacun des axes. On aurait un angle à 90 et un deuxième qu'on pourrait venir mettre ici dans un autre angle pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu différent. On peut demander à créer un plan, ce qui va permettre d'ouvrir le panneau isométrique. Panneau isométrique qui, comme vous le voyez, va vous permettre de changer l'axe. On peut le fermer, on le reverra un petit peu plus tard dans quelques exercices pratiques. On va par contre pouvoir venir ajouter des contraintes à cet axe. Donc ici, je vais me remettre par exemple à 0, et ici à 0 également. Et donc là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des contraintes de magnétisme. Ça veut dire que vous pouvez définir si les éléments vont être collés au bord et à comment ils vont être attirés par ces éléments. Là, ils vont par exemple avoir des contraintes pour les axes X et Y, avec les divisions. On peut d'ailleurs en rajouter si besoin, c'est les séparations en diagonale. On peut demander ici à avoir du magnétisme pour les éléments en diagonale sur le plan, sur l'axe horizontal et vertical. On reparlera du magnétisme juste après, il y a une petite fonction dédiée. On peut aussi demander à avoir 3 axes. Et donc là, on aura un peu plus de possibilités pour créer nos éléments. Enfin, ici, vous pouvez passer aussi, donc, comme vous le voyez, en isométrique ou en standard, comme on l'a vu tout à l'heure, pour revenir sur ce qu'on avait à la base. Dans la partie cube, ça va être ici un petit peu différent en termes de visualisation. Vous pouvez venir faire tourner votre grille comme vous en avez envie, avec un axe X, Y et Z, qui va permettre tout simplement de modifier le rendu. Et vous voyez qu'on peut tourner latéralement, mais on peut aussi tourner sur le haut et sur le bas. Tous ces éléments peuvent être modifiés dans les paramètres chiffrés. Dans l'échelle du cube, vous avez ici donc est-ce qu'il est plus ou moins grand, les divisions à l'intérieur de lui, l'axe numéro 1, l'axe numéro 2 et l'axe du haut. De cette façon, vous pouvez adapter comme vous avez envie. Et bien sûr, vous avez toujours des pré-réglages s'il y a besoin pour revenir dessus. Par exemple, on a le cube isométrique ici, on a le triangle gauche, etc. Donc plutôt utile de les prendre en main et de les utiliser. Nous, on va revenir ici sur le carré de 1 cm, ça me va très bien. La dernière option, je l'ai passée rapidement, c'est la grille de référence. La grille de référence qu'on peut venir activer va permettre tout simplement de pouvoir avoir ici, vous le voyez, des repères dans votre élément. Ça permet de voir ce que vous allez pouvoir mettre en place et ce qui sera visible. Alors bien sûr, vous pouvez la cacher à tout moment ou l'afficher. Et vous avez ici un seuil avec les couleurs. La grille de référence, personnellement, j'utilise très peu. Vous voyez que là, on va la faire apparaître, ça sera mieux. Je vais juste venir cacher ici la grille de fond. Et donc la grille de référence, c'est plutôt utilisé quand on fait du texte. Ça permet de placer nos éléments de façon optimale, dirons-nous. Vous allez pouvoir donc revoir ici, quand on a quelque chose qui fonctionne un peu mieux, déplacer cette grille, donc par rapport à la position de départ, le mettre par rapport au haut de la planche, à la marche supérieure ou de la page, les espacements entre chaque élément de la grille. Par exemple, ça permet d'avoir quelque chose de plus ou moins resserré. Ça dépend ce que vous voulez écrire. Et la couleur. Petite astuce qui vous servira dans l'intégralité des outils du logiciel. Quand vous voulez monter un chiffre, si vous cliquez sur les différents curseurs, vous augmentez de 1 en 1. Si vous appuyez sur la touche Shift en même temps, vous augmenterez de 10 en 10. Ça peut toujours être utile de le savoir. Avec ça, on a fait le tour de tout ce qui touche aux grilles. À vous de voir celles dont vous avez besoin et à quel moment.
On va pour notre part maintenant passer à la suite avec notre partie menu et plus particulièrement le menu fenêtre que je vais vous expliquer avec les différentes spécificités. Et ensuite on passera au menu d'aide. Avant ça, on aura également la partie magnétisme que je ne vais pas négliger et qu'il est important de comprendre. Et on va regarder ça dans la prochaine vidéo. Lorsque l'on crée quelque chose dans Affinity, on peut avoir parfois besoin d'avoir des éléments dits magnétiques. C'est-à-dire qu'ils vont être attirés par des guides, des repères ou d'autres éléments. Pour cela, on va utiliser donc les options magnétiques qui sont représentées ici par un petit aimant. Cet aimant, si vous venez cliquer sur le menu qui est à côté, vous allez pouvoir ouvrir les options pour le paramétrer. Vous les avez aussi dans Affichage et vous avez Magnétisme qui vous ouvrira le même panneau, mais qui lui pourra être déplacé. Vous avez ici les différentes options de magnétisme. Alors on va regarder en même temps à côté avec un carré et on va mettre en place différentes choses. Donc l'objectif du magnétisme, c'est de pouvoir attirer, vous voyez, directement par exemple sur le repère que j'ai mis ici sur le côté. Ou alors sur des guides qui permettront que ça vienne se coller dessus. Ça peut également être dû à la grille. Donc là j'ai ma grille et je vais pouvoir faire que on vienne l'attirer. Alors de base là ce n'est pas le cas, vous voyez que je peux passer facilement sans problème. Mais on va pouvoir venir rajouter des repères qui vont être liés à cela. Pour ça, on va déjà avoir ici ce qu'on appelle la tolérance. Plus la tolérance sera grande, plus vous voyez que il va venir se coller très rapidement. Si la tolérance est un peu plus faible, ça me permet de pouvoir déplacer mes éléments un peu plus proches du repère sans être attiré. Donc là, si je mets une tolérance vraiment très forte, même en étant à 40, vous voyez que je suis attiré directement. Il y a vraiment un côté de ça part se coller au bord. Moi je pense qu'une tolérance aux alentours de 7, comme ça l'était à l'origine, c'est plutôt bien. Ça permet que ça soit assez doux. Vous avez la liste des éléments ici qui peuvent être ensuite magnétisés. Alors d'abord vous avez les pré-réglages, est-ce que c'est des pré-réglages pour de la mise en page, avec des objets, pour des tracés avec des courbes, pour du vectoriel, de l'UI ou du pixel. À vous de voir, ça changera les paramètres d'en dessous suivant ce que vous allez choisir. Si je prends par exemple conception UI, j'ai pas la même chose qui sera alignée. Si je prends mise en page, j'en ai d'autres. Ici on va définir les éléments qui vont être automatiquement, on va dire, attirés. On va avoir la liste des éléments. On va ici pouvoir afficher les éléments magnétiques et le nombre maximum qu'il y aura. On peut avoir uniquement les calques et les éléments qui sont inférieurs aux calques, ou tous les calques. On va laisser ici les éléments. On peut forcer l'alignement sur des pixels, c'est-à-dire que si on a des éléments qui sont ici, vous le voyez, identiques, alors je vais juste changer les couleurs pour que ça soit un peu plus visible. On va les mettre, hop, en jaune. On va pouvoir faire aussi que les éléments soient attirés entre eux par la suite. On peut forcer l'alignement, comme je disais, déplacer des pixels en entier. Si jamais vous faites uniquement par calque, ça attirera uniquement le calque qui est en cours d'utilisation. Vous pouvez demander à avoir des accroches. Donc là, si je coche à la grille, ça veut dire que chaque case de la grille va être magnétisée et attirer mes éléments. Si vous faites par rapport à la grille de référence, qui n'est plus affichée ici mais que je vais venir réajouter, vous pouvez faire aussi que les éléments ça vienne directement dessus. C'est pas hyper intéressant pour un bloc de couleurs, mais ça peut être intéressant par exemple pour des éléments liés à du texte. Comme ça les textes viendront se coller directement dessus. Vous avez la possibilité de faire du magnétisme aussi sur les guides, ça on l'a vu, les planches, le point médian, c'est-à-dire au milieu, ou alors directement aux marges. Enfin, en ce qui concerne les objets, c'est ce que je vous disais juste avant, on peut les rendre magnétiques entre eux. On peut demander par exemple que ça s'accroche aux objets qui sont visibles. Là, on n'en a pas forcément de différents. On peut demander que ça vienne se limiter au bord des objets. Et vous avez d'ailleurs des repères qui vont ensuite apparaître. Si je ne le fais pas, vous voyez que j'ai pas de repères qui apparaissent. Si j'accroche aux limites, ils viennent se mettre à côté. J'ai un petit repère vert qui me dit qu'il y a une distance, par exemple, de 24 pixels entre les deux. Je peux inclure les points médians, c'est-à-dire les centres. Donc ça va permettre que les centres s'attirent. On peut avoir également les accroches aux espacements et aux tailles, aux points clés, c'est-à-dire un élément spécifique en haut à gauche ou en bas à droite. Ça sera défini dans le panneau transformation. À la géométrie de l'objet, donc à sa forme, ou alors aux limites de la sélection quand il y en a ici avec une sélection dans la partie pixel. Si je viens faire une sélection, je peux demander que mon élément il s'aligne sur cette sélection. Alors pour ça, hop, on va le cocher. Et donc ça permet qu'il vienne se coller
automatiquement à ma sélection. Donc vous voyez qu'il y a énormément de possibilités pour mettre en place ce magnétisme. Ça peut être assez utile et important de ne pas le négliger. Il faut bien sûr après le tester suivant les besoins et les envies, mais c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, on va pouvoir venir l'activer ou non suivant notre bon vouloir d'un simple clic ici. Et on va voir maintenant la prochaine vidéo avec la partie sur les fenêtres, et plus particulièrement donc le menu fenêtre, où je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, quelles sont les fenêtres qui peuvent être intéressantes et qui peuvent vous être utiles. Il y en a quelques-unes qu'on va voir tout de suite, d'autres que l'on verra un petit peu plus tard. L'idée, c'est de voir un maximum de choses généralistes et utiles dans tout le logiciel. Passons maintenant au menu fenêtre. Le menu fenêtre, c'est lui qui va vous permettre de retrouver les différents panneaux du logiciel. Vous avez tout d'abord une partie organisée qui vous permet de définir si vos onglets sont flottants ou s'ils sont accrochés en haut comme ceci. Vous avez la possibilité aussi de les ancrer si jamais vous les avez mis flottants. Vous avez une option sous fenêtre qui permet de décider si vous voulez affiner vos éléments à gauche, si vous voulez les affiner à droite, ou alors si vous souhaitez masquer l'interface. Vous pouvez aussi, au même endroit, décider de réinitialiser les choses pour remettre à 0. Dans la même option, vous avez ici la possibilité de gérer vos pré-réglages ou d'en ajouter de nouveaux. Ça vous permet par exemple, si vous n'en avez pas fait, de pouvoir enregistrer la façon dont vous avez placé vos différents panneaux, votre interface, et pour pouvoir la réutiliser plus tard, ou alors pour créer des interfaces dédiées, si vous êtes en impression, en vecteur, en pixels. Vous avez ensuite les différents panneaux disponibles dans le logiciel. Certains vont être vus ici, en l'occurrence on va voir tout ce qui va être aide et une partie des outils généraux au fur et à mesure de l'utilisation. Puis il y aura bien sûr tout ce qui touchera à l'IA, Canva dans le chapitre dédié, mis en page et pixels qui seront dans les chapitres dédiés également, mais aussi références, tableaux et textes pour la partie mise en page. Là pour l'instant ce que l'on va regarder c'est la partie aide. Il y en a deux, il y a le panneau aide qui vient de s'ouvrir ici, et il y a un autre panneau qui est le panneau ici démarrer, qui vont être déplacés et qu'on va pouvoir même venir mettre côte à côte pour mieux les voir. Dans démarrer, vous pouvez avoir ici, tout simplement, un petit outil d'intelligence artificielle qui va vous aider et vous proposer de l'aide. C'est une sorte de chatbot. Pas forcément besoin ici, mais vous saurez à quel endroit aller si vous en avez besoin. Les panneaux seront toujours composés ici d'un petit menu avec une flèche et d'une croix. Soit pour fermer tout le groupe, soit pour fermer uniquement un panneau, soit pour aller voir dans les sous-fenêtres que l'on reverra tout à l'heure pour la customisation. Dans la partie aide, ici, vous avez pas mal de petits tutos. Pour vous aider, vous pouvez venir agrandir le panneau pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus lisible. Et là, vous voyez que vous retrouvez un accès à des tutos, à des principes de base et à des outils. Encore une fois, personnellement, je ne pense pas que l'on en ait besoin aujourd'hui, vu que l'on va tout faire en tuto. Mais si jamais vous avez un oubli, un trou de mémoire ou quelque chose que vous souhaitez retrouver, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité d'aide, que l'on retrouve également ici, en cliquant sur le petit point d'interrogation. Bien sûr, à tout moment, on peut refermer les choses. Pour ce qui est des autres fenêtres, nous les verrons au fur et à mesure. Le général sera revu en ce qui concerne par exemple la couleur lorsque l'on parlera de ces parties. Bien sûr, si je n'arrive pas à les intégrer au fur et à mesure de la formation, parce que vous verrez qu'il n'y a pas forcément de logique établie pour certains panneaux, il y aura un chapitre dédié à la fin de la formation qui s'appellera Aller plus loin et qui permettra de découvrir tous les panneaux que je n'aurais pas pu intégrer dans un apprentissage logique. Donc pas d'inquiétude sur ça, vous les retrouverez. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer rapidement au dernier menu, le menu aide, dans la prochaine vidéo. Et on attaquera après les autres possibilités de menu et de rangement. Dernier menu à connaître, qui est malgré tout un des plus rapides, c'est celui de aide. Dans celui-ci, vous retrouverez différentes choses. Une aide qui vous enverra sur le site internet. Un portail de formation externe directement accessible aussi en ligne. Alors d'ailleurs l'aide c'est une petite erreur, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente en plus. C'est un panneau, mais ça vous avez déjà vu. Dans la partie portail, donc vous avez ici un envoi vers internet. Pareil pour les commentaires.
un petit bouton pour rechercher des mises à jour, voir si vous êtes bien sur la dernière version de votre logiciel. Références, s'il y en a besoin. Et des éléments qui vont être liés à la politique interne, la politique d'utilisation, les CGV et autres. Ça me permet de faire un petit rappel sur les différents menus. Si vous regardez bien, il y a parfois des éléments qui vont avoir des petits points. Et bien quand il y a des petits points, ça veut dire que ça va ouvrir soit un nouveau panneau, soit comme c'est le cas ici, que ça va ouvrir Internet. On l'a sur ces deux éléments et ces trois-là, et normalement je pense qu'on le retrouve aussi sur d'autres. Par exemple ici ça ouvre un panneau, ici aussi, ici aussi. Tous ces éléments qui vont venir ouvrir des panneaux ou des éléments spécifiques vont avoir ces trois petits points qui vont permettre de les repérer au premier coup d'œil. C'est ce qu'on appelle ici des repères en UX ou en UI, et c'est toujours utile de le savoir. Avec ça, nous avons donc maintenant fait le tour de tous les menus. On va pouvoir s'intéresser à une dernière petite option de menu, qui est le fait de faire un clic droit et de voir les différentes options qui nous sont proposées, aussi bien quand on est ici en pixel, quand on est en mise en page ou en vecteur, mais vous allez voir que la plupart du temps, c'est quasiment la même chose. On a les mêmes options. On va ensuite voir comment créer, et là je vais juste désactiver ça, nos propres petits panneaux pour créer ici tout simplement nos propres petits outils, je veux dire, pour créer la barre d'outils dont on a besoin. Et ensuite, on pourra attaquer le prochain chapitre qui sera celui sur les calques, qui est essentiel pour bien prendre en main le logiciel. Un autre menu qui vous sera utile, que vous soyez dans la partie mise en page, pixel ou vecteur, est tout simplement le fait de faire un clic droit au centre de votre interface. Vous y retrouvez un grand nombre des options que vous réutiliserez plus tard. Par exemple, les options de couper, copier et coller, mais aussi de groupe lorsque vous avez des calques pour les mettre ensemble. On a la possibilité de venir sélectionner les calques en décidant si c'est celui qui est après, avant, qui est au-dessus ou un élément supérieur. On aura aussi tout ce qui va toucher, et c'est des choses qu'on reverra dans la formation, à l'organisation, le placement de notre calque dans la pile, les outils d'alignement et de centrage, les outils de fusion, qu'on reverra plutôt avec les outils de dessin vectoriel, ou alors les transformations, rotation et retournement, comme on a pu le voir dans la partie document qui était ici, rotation et retournement. Dans la partie effet de calque, c'est un ensemble d'outils qui permettra de créer des effets graphiques, et on a ensuite tout ce qui va toucher au vectoriel. Vous remarquerez que les catégories sont séparées par des lignes à chaque fois pour pouvoir les retrouver plus facilement. Ici, on va retrouver des conversions spécifiques de nos objets, soit en courbe quand on fait du vectoriel, en image ou en ressources, mais également en zone de texte. On a une fonction vectoriser le contour qui est plutôt utile, qui permettra, lorsque vous allez créer des éléments graphiques, des logos et autres, qui seront vectoriels, de faire que les contours deviennent des éléments de fond. On retrouve des outils de masque de calque ou de masque de fusion, et la possibilité de tramer. Si vous êtes utilisateur de Photoshop, ce qu'on appelle ici le tramage, c'est tout simplement la pixelisation d'un calque. On va avoir également accès à des outils spécifiques, des modes ou des sortes de filtres qui sont présents dans Affinity. On va avoir développer, qui permet d'ouvrir toute une partie dédiée au développement photographique avec de la retouche de lumière, de couleurs et de l'optimisation. Liquéfier, qui permet de venir faire des effets fluides et des transformations. Ou encore ici de venir jouer sur les courbes de reproduction des tons. On va avoir la possibilité de déplacer des sélections, on verra comment les faire dans le troisième chapitre, ou de créer des styles spécifiques. Enfin, les dernières options vont toucher plutôt la mise en page avec la vérification de nos fichiers via un contrôle en amont. Les échantillons, pour garder ici les couleurs, c'est l'équivalent de la pipette. On peut venir ici à partir du remplissage, d'une ligne ou de deux, ou alors ici, globalement, le tout. Enfin, on a une partie interactive qui permet de venir intégrer des encres. On reverra ça dans la partie mise en page également, pour pouvoir créer de l'interactivité dans nos pages. Ce panneau, si vous allez dans les trois versions, est exactement le même. Donc vous le retrouverez à chacune de vos utilisations de Affinity, que vous soyez en vecteur, en pixel ou en IA. On va maintenant passer à une dernière partie de ce premier chapitre, c'est la customisation de nos outils. Pour ça, vous allez voir qu'il y a la possibilité donc de customiser toutes les barres d'outils que l'on a sur le côté, voire de créer les nôtres. On regarde ça tout de suite dans la prochaine vidéo.
Lorsque l'on parle de l'interface, il y a un panneau qu'il est intéressant de connaître. C'est le panneau navigateur. Ce panneau, il va vous permettre tout simplement de pouvoir venir voir votre photo, de pouvoir venir jouer sur les niveaux de zoom, mais également de pouvoir avoir ici des pourcentages spécifiques. C'est quelque chose qui permet aussi de se déplacer dans votre interface sans avoir besoin d'utiliser d'autres raccourcis. Vous avez le principe de plus et de moins qui sont également présents et qui permettent d'être utilisés. Ce que vous pouvez faire également, c'est de venir enregistrer par exemple un point spécifique. Quand vous zoomez énormément, vous voyez apparaître sur votre navigation une petite grille, ici un petit cube, un petit carré, qui vous montre l'espace qui est visible à l'écran. Vous pouvez venir ici enregistrer ce point de vue. Il sera alors ajouté automatiquement dans les enregistrements. Et si vous décidez de changer la visibilité, vous pouvez à tout moment repasser sur un de ces points de vue, renommer ou le supprimer. Ça permet de pouvoir le retrouver assez facilement. Vous pouvez bien sûr supprimer le point de vue à tout moment, revenir dessus et autres. C'est toujours utile, ça permet de le retrouver. Et c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais on le retrouve à cet endroit. Et si par exemple j'en fais un autre, je peux très bien en enregistrer un deuxième. Il s'appellera point de vue 2 et je peux passer de l'un à l'autre de façon assez rapide. C'est toujours intéressant et ça fait gagner du temps. Quitte à être dans la navigation de l'interface, il y a des choses qu'il est important de ne pas négliger. Surtout des outils qui vous seront utiles aussi bien dans la partie vecteur, dans la partie pixel ou mise en page. Ces outils, vous les avez, on les voit bien ici dans pixel, à cet endroit. Vous avez le premier qui est l'outil main, qui permet de se déplacer dans votre interface. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur un autre outil, utiliser la barre d'espace pour passer automatiquement en mode main. Si vous regardez bien, vous voyez que la main elle a un petit élément ici qui s'appelle donc une flèche et qui permet en restant cliqué d'avoir accès à l'outil plan de travail. Plan de travail que l'on a déjà vu un petit peu plus tôt dans la formation. Il est caché à cet endroit. À côté, vous avez une loupe. Loupe qui permet de venir zoomer en restant cliqué sur un élément. Loupe que vous pouvez également utiliser en appuyant sur la touche Alt, qui va permettre de créer un zoom sur une zone spécifique. Si vous n'appuyez pas sur Alt, vous pouvez dézoomer à tout moment. Pour vous aider, petit élément qui est assez intéressant et souvent négligé, la plupart des raccourcis sont notés en bas et à cet endroit. Par exemple, on vous dit que cliquez pour zoomer, appuyez sur Alt pour pouvoir faire un zoom arrière, donc clic Alt, glissez vers la droite pour zoomer, glissez vers la gauche pour un zoom arrière et glissez Alt comme je l'ai fait pour une sélection. Et quand vous êtes sur la main, vous avez pareil, glisser pour obtenir un panoramique. Donc ça, c'est des petits outils qu'il est important de ne pas oublier et qui vous feront gagner du temps lors de votre utilisation du logiciel. Je trouvais que c'était essentiel de vous montrer la navigation et ses outils de navigation, ainsi que les petits raccourcis. Dernier petit point, vous remarquerez aussi que quand vous utilisez ces outils, vous avez la barre supérieure, la barre de contrôle qui est modifiée. On a également le niveau de zoom qui est disponible avec la main et la loupe. C'est toujours utile d'aller voir ça. Donc voilà pour cette petite partie. On va maintenant pouvoir passer à la suite. Pour conclure ce chapitre sur les menus et les différentes options de l'interface, il est important de parler de la création de votre propre barre d'outils. Pour cela, vous pouvez cliquer sur Personnaliser les outils. Vous avez automatiquement un panneau Customize ou Customize qui apparaît. Dans ce panneau, vous pouvez retrouver votre barre d'outils, vos outils, tout simplement, et les sous-fenêtres. Vous pouvez passer de l'un à l'autre et ainsi venir les paramétrer. Dans la barre d'outils, vous allez pouvoir venir par exemple ajouter d'un clic des séparateurs. Vous pouvez venir décider de les mettre ici. Vous pouvez venir décider si vous voulez mettre un outil plan de travail. Il suffit de le faire glisser et de venir l'ajouter. Vous voyez qu'il y a accès à tous les outils qui sont classés par spécificité. Général, vectoriel, texte, forme, photo avec les outils de retouche, peinture, effet ou encore ici exporter IA Canva. Par exemple, dans la partie effets, vous retrouvez tous les filtres et tous les effets que l'on peut retrouver dans le logiciel. Ils sont disponibles ici, en plus d'être disponibles par exemple dans la partie pixel et filtre. Vous l'avez aussi directement dans la partie que je viens de vous montrer. Vous voyez que tout cela, tous ces éléments peuvent être retrouvés également.
Dans la partie barre d'outils, vous retrouverez toutes les options que l'on peut mettre en haut. Par exemple, vous pouvez venir ajouter les outils d'alignement, que l'on pourra utiliser plus tard. Vous pouvez venir retrouver les outils de transformation, pour pouvoir faire des inversions s'il y a besoin. Vous pouvez retrouver également la visibilité, toutes ces choses que l'on verra au fur et à mesure. Dans la partie sous fenêtre, ce sont tout simplement les différents panneaux que vous pouvez ouvrir. Donc là, on peut venir très rapidement, par exemple, ouvrir le panneau aide, le panneau apparence, etc. C'est une petite technique ou un petit endroit qui permet de ne pas forcément passer par le menu fenêtre. Ça vous permet vraiment de réinitialiser, comme vous le souhaitez, l'intégralité des différentes options de l'interface et aussi de pouvoir venir travailler efficacement. Ici, on voit qu'ils sont affichés dans une colonne, mais je peux demander aussi à avoir 2 colonnes pour mes outils, ou 3, jusqu'à 8, suivant la façon dont vous préférez travailler. Personnellement, je suis plutôt adepte de 1, je trouve que ça prend moins de place. Vous avez aussi la possibilité ici de filtrer ou de retrouver directement ce que vous cherchez. Imaginons que vous cherchez la plume, eh bien vous avez juste à venir écrire et il va vous proposer les outils donc, qui ont les initiales ou les lettres PLU. Pareil dans la barre d'outils, vous pouvez donc soit la réinitialiser, soit avoir les options de recherche, soit ici avoir icône et texte pour pouvoir revoir les éléments. On voit maintenant qu'on a le petit texte en dessous. Personnellement, juste les icônes me suffisent, mais vous pouvez vous adapter suivant vos besoins. Et dans la partie sous fenêtre, vous n'avez que la fonction recherche. Donc ça vous permettra de pouvoir venir travailler efficacement, d'avoir exactement ce que vous voulez. Une barre d'outils dédiée, contextuelle, qui s'adaptera aussi à vos besoins. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir venir travailler efficacement et rapidement. Maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces options, on va pouvoir passer au chapitre numéro 2, qui pour moi est un des chapitres les plus essentiels du logiciel. C'est tout simplement celui sur la création des calques. On regarde ça tout de suite dans le prochain chapitre.